Et puis moi, je vais accueillir notre invité d'honneur, un homme au parcours singulier. Pourquoi singulier? Parce que politico-médical. 2 carrières menées de front, et qu'il estime presque identiques. J'ai lu que vous disiez, dans les 2 cas, on s'occupe des autres et on les aide. Un homme de conviction et de terrain, il se dit conscient de l'utilité de tout rebâtir de notre système de santé français, mais aussi de mieux servir nos territoires. C'est une lucidité qui s'harmonise parfaitement avec nos assises. Je vous demande d'accueillir Monsieur Philippe Juvin, député des Hauts-de-Seine et chef du service des urgences à l'hôpital Pompidou de Paris. Bonsoir. 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 Monsieur Juvin, on a un grand plaisir à vous recevoir. Merci d'être là. Merci. Alors effectivement, c'est très agréable d'avoir en face de soi, dans ces assises, à la fois un politique et un médecin. L'un de nos intervenants disait tout à l'heure que la réponse n'est que politique. Est-ce que c'est ça que vous pensez, vous? Je dirais que Karl Marx, vous auriez dit que tout est politique. Donc oui, d'une certaine manière, tout est politique. Il y a beaucoup de maires présents. Moi, j'ai été maire pendant 20 ans. Et j'ai été élu maire en 2001. En 2001, mes administrés venaient me demander un logement ou une place en crèche ou un travail. Et quand je suis parti de ma mairie il y a quelques semaines, quelques mois, les administrés venaient me demander un médecin. Donc voilà, oui, c'est politique parce que c'est devenu un enjeu majeur. Et si je me suis engagé dans quelques combats nationaux l'année dernière, qui n'ont pas été très productifs pour ma famille politique, c'est parce que je voyais ce que je ne voyais pas 20 ans avant, des gens qui n'arrivaient plus à se soigner. Donc c'est pour ça que oui, c'est politique. Donc le système de santé français ne fonctionne pas. Écoutez, si vous êtes là, d'abord, c'est pour montrer qu'il y a des difficultés qui sont majeures, et on les connaît. C'est que l'accès aux soins est difficile partout en France. J'entends parler des déserts médicaux, mais vous l'avez dit, hein, je crois que c'est le docteur Brisset qui l'a dit tout à l'heure, la France est un désert médical. Moi, j'exerce dans un hôpital parisien, au centre de Paris, dont on peut se dire c'est l'endroit où il y a beaucoup de monde. La médiane d'âge des généralistes, c'est 61 ans, ou 62 ans, je crois. L'effectif de mon service, un service d'urgence, c'est 22 médecins théoriques, nous sommes 16. Et donc, oui, nous connaissons tous partout en France, dans des endroits c'est plus difficile que d'autres. J'entends la situation du département particulière, je l'ai largement entendu, mais ne croyez pas qu'il y a des endroits où tout va bien et où tout est facile. Il n'y a pas un seul hôpital de France, je prends l'exemple hospitalier, les libéraux me pardonneront, où il n'y a pas un poste de médecin vacant, pas un poste d'infirmier vacant, pas un seul. Donc, en fait, c'est d'ailleurs, je me permets de faire un excursus à ce sujet, ceux qui pensent qu'en interdisant aux médecins de s'installer dans tel ou tel endroit, ils vont résoudre le problème, ils ne vont pas le résoudre. Parce qu'en fait, nos confrères qui ne voudront pas venir ne viendront pas tout simplement parce qu'ils ont le choix d'aller partout ailleurs. Partout ailleurs. Donc l'hyper-régulation de ce type, elle ne fonctionne pas. Non, il faut, je pense, avoir une vision qui est à la fois long terme. Je parlais avec le sous-préfet qui me disait que, monsieur le préfet, vous me disiez, il y a quelques années, vous discutiez avec le ministre de la Santé, qui s'appelait Xavier Bertrand, et les diagnostics étaient les mêmes. Et moi, je suis très irrité, si vous voulez, d'une classe politique qui fait de bons diagnostics, mais surtout qui ne met jamais en œuvre derrière des mesures. Alors c'est quoi? D'abord des mesures long terme qu'il faut mettre en œuvre. Pardon de vous le dire, il ne faut pas balayer ça en disant ouais, ça marchera dans 10 ans. Je suis partisan de doubler le nombre de médecins en formation. Doubler. Quand un médecin part à la retraite, à votre avis, il faut combien de médecins pour le remplacer aujourd'hui? 1? Maintenant, vous avez rêvé. Il en faut 2, 3. Donc il faut 4. Je ne sais pas. Il faut doubler le nombre de médecins en formation. Les Anglais l'ont compris. Ils formaient 10 000 médecins par an, nous aussi. 10 000 par an, c'est l'ordre de grandeur. Désormais, depuis le mois de mars dernier, ils ont décidé d'en former 20 000. Donc, est-ce que vous savez que quand vous regardez les étudiants qui passent en deuxième année de médecine, c'est la limite, vous savez, la fin de la première année de médecine, c'est là où c'est très compliqué. Eh bien, vous avez 18%, presque 1 sur 5 des étudiants qui entrent en deuxième année de médecine qui ne feront jamais de médecine. Donc, vous avez de la perte en ligne considérable. Il faut doubler le nombre de médecins. Et ne me dites pas, ça va mettre 10 ans. Peut-être, mais on l'aurait fait il y a 10 ans, déjà, on commencerait à avoir. Donc, il faut le faire. Et par ailleurs, vous l'avez dit, et mes collègues l'ont dit là, mes confrères l'ont dit, et ils ont raison, il faut ensuite être très pragmatique. Et moi, je ne suis pas pour ou contre les cabines de téléconsultation. Quand c'est la solution, il faut le faire. Et même s'il y a des abus, hein, mais il faut le faire. Il faut que nous réfléchissions, nous les médecins, et on commence à le faire, à travailler
à travailler différemment avec les autres professionnels de santé, et des choses que nous faisions et que nous considérions, nous, comme étant des choses purement médicales, il faut accepter que ça soit fait par d'autres. Le docteur, président du Conseil, tout à l'heure, monsieur le président du Conseil, vous l'avez dit fort justement, moi je pense que si j'ai une hypertension artérielle équilibrée, je préfère peut-être voir mon médecin non pas 4 fois mais 1 fois par an, que celui-ci soit mieux payé, et que je sois peut-être vu 2 ou 3 fois pour des renouvellements d'ordonnance par un infirmier qui aura une formation particulière sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. Bref, gagner du temps médical. Le temps administratif, vous l'avez tous dit, et c'est vrai, le Conseil de l'ordre des médecins dit que un généraliste en moyenne en France, en moyenne, donc c'est vous dire, hein, c'est 7 heures par semaine de travail administratif. 7 heures. Moi, je préférerais qu'il se repose pendant 7 heures si c'est possible, ou qu'il voit plus de malades. Mais 7 heures, 7 heures. Alors j'entends ce que vous nous dites, le directeur de la Caisse nous dit, et vous avez raison, on va mettre des auxiliaires médicaux, mais convenez que c'est un peu paradoxal d'augmenter les charges le travail administratif, et comme réponse, au lieu de les baisser, de dire ah ben on va financer quelqu'un qui va les faire. Pardon, je ne vais pas dire qu'on est chez les fous, mais on crée une surcharge administrative, une hyper-bureaucratie. Est-ce que vous savez qu'à l'hôpital public, et ce n'est pas Philippe Juvin qui vous le dit, ce sont les services du Premier ministre, rapport de l'adresse en 2022, à l'hôpital public, dans le tableau des emplois, il y a plus d'emplois administratifs en ETP que de médecins, internes mis à part, bien sûr. Plus. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas d'administratif, attention, ça serait idiot de dire ça. Mais quand même, on a un système hyper administré. Il faut que nous réfléchissions à ce que le temps d'un médecin soit utilisé à faire être médecin, un temps d'infirmier soit utilisé à faire de l'infirmier, un temps de kiné soit de la kiné, et puis que c'est ça aussi qu'il faut faire à très court terme. Et puis il y a une chose qu'il faut faire à court terme, et il y a peut-être qu'il y a un rôle de lobbyiste des élus à faire, c'est que moi je suis persuadé qu'on décide de nos carrières en fonction des rencontres que l'on fait. Voilà, moi j'ai commencé à être anesthésiste, pourquoi? Parce que j'ai rencontré un type un jour que j'ai trouvé extraordinaire et j'ai voulu lui ressembler. Comment voulez-vous qu'un étudiant qui est en faculté à Paris 5, ma fac, veuille s'installer en milieu rural, puisque durant ses études de médecine, il n'ira jamais mettre les pieds en milieu rural. Donc, je souhaite que dès le début des études, pas au moment de l'internat, l'internat, on a déjà une vie qui est organisée, on a des projets organisés, mais dès la 2e et la 3e année de médecine, même avant l'externat, eh bien, il y a des stages obligatoires partout où on fait de la médecine, dans les cliniques privées, dans les médecines scolaires, en ville, à la campagne, dans les EHPAD. Si vous n'organisez pas ces rencontres humaines, et les gens n'auront pas envie de s'installer et d'aller découvrir ce que c'est. Le système est très, très hospitalo-centré. On vous forme essentiellement à l'hôpital. Heureusement, grâce aux maîtres de stage de médecine générale, ça s'est ouvert ces dernières années, mais ils ne sont pas assez nombreux. Ils ne sont pas assez nombreux. Mais ça reste très hospitalo-centré et très, d'ailleurs, hospitalo-universitaire centré. C'est-à-dire que c'est en plus dans les CHU plutôt que dans les hôpitaux. Peut-être des questions à tout ce qui vient d'être dit dans la salle. N'hésitez pas à intervenir. Pas de questions pour le professeur Juvin. Et puis, il y a une question qu'on ne pose jamais, c'est la question de la qualité en médecine. La qualité, c'est quand même important. On fait des tas de choses, on finance des tas de choses, et on n'évalue jamais leur qualité. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple hospitalier, mais qui va vous parler à tous. Il y a une fracture qui est très fréquente, qui est la fracture du col du fémur, qui arrive plutôt chez des gens âgés et plutôt chez vous, mesdames, pour des raisons physiopathologiques. Fracture du col du fémur, c'est une fracture qu'on opère très bien et vous remarchez le lendemain de l'intervention quand vous êtes opéré. Sauf que quand on ne l'opère pas dans les 48 heures, et ça c'est une donnée mondiale, on observe une surmortalité et une surmorbidité. D'ailleurs, nos arrière-grand-mères, de quoi mouraient-elles? Elles tombaient. Elles ne pouvaient plus marcher avec la fracture du col. On les mettait au lit, et puis 3 mois plus tard, elles étaient mortes parce que l'embolie pulmonaire, les scars et l'infection urinaire. Et donc, on sait qu'au bout de 48 heures, si vous n'avez pas opéré le patient, eh ben, il va mourir plus que s'il avait été plus vite, plus que s'il avait été opéré avant 48 heures, il va faire plus de complications. Eh bien, moi, je voudrais qu'on fasse une chose très simple.
on demande à tous les hôpitaux et toutes les cliniques de France, ça ne coûtera pas un copec aux contribuables, de publier le délai entre le moment où la personne est tombée ou elle est passée au bloc opératoire. Et vous allez voir que dans certains hôpitaux, on met 7, 8, 10, 12 jours à les opérer. Et comme évidemment, ce n'est pas agréable de publier un résultat aussi médiocre, les gens vont s'améliorer. Et donc la transparence des résultats va permettre d'améliorer la qualité. La question de la qualité en médecine, elle est absolument fondamentale. Parce que, et là je m'adresse non pas aux professionnels de santé, mais à ceux qui ne sont pas professionnels de santé. Moi et mes confrères, on a un avantage sur vous. On sait où il faut se faire opérer, mais surtout, on sait où il ne faut pas se faire opérer. Ben oui, mais c'est une donnée, pardon, vous m'avez posé votre première question, est-ce que c'est politique? C'est de la démocratie élémentaire. C'est de la démocratie élémentaire. Moi, nous savons des choses que vous ne savez pas. Eh bien, ces éléments-là, il faut les mettre sur la place publique parce que ça permet aussi d'améliorer la qualité des choses, vous voyez. Notre système de santé, il a tenu quand même pendant la crise sanitaire. On vous a Oui, beaucoup. Mais vous savez pourquoi il a tenu? Non, dites-le-moi. Il a tenu parce qu'on a fait confiance aux gens. Est-ce que vous savez en France combien de temps il faut dans un hôpital pour créer un service de réanimation quand vous avez l'idée de le créer? Vous êtes directeur, chef de service d'un hôpital, et vous dites, tiens, il faudrait des lits de réanimation. Entre le moment où vous avez l'idée et où le service se crée, à votre avis, il y a combien de temps qui se passe en moyenne en France? 8 à 10 ans. D'accord? Est-ce que vous savez en combien de temps on a ouvert des lits de réanimation dans les hôpitaux de France au moment du Covid? En 48 heures. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut... Ce que je suis en train de vous dire, c'est quand vous faites confiance aux professionnels de santé pour s'organiser eux-mêmes, eh bien, les choses vont mieux. Et c'est pareil en médecine libérale. C'est quoi la grande vertu des CPTS? Ce n'est pas de créer une strate administrative supplémentaire. Là, pour le coup, ça serait quelque chose de très négatif. Non, la grande vertu des CPTS, c'est de permettre aux professionnels de santé de s'organiser eux-mêmes, de définir des priorités, de se rencontrer. Nous sommes le pays des droits de l'homme, enfin en tout cas on le dit partout, et je crois que c'est vrai, mais nous sommes le pays de l'hyper-contrôle administratif. Moi je suis un disciple d'un philosophe qui est malheureusement décédé maintenant, c'est Raymond Aron. Et Raymond Aron disait, les sociétés prospères, ce sont les sociétés où l'on permet aux individus d'exprimer totalement leur potentialité. Quand vous faites confiance aux gens, ils s'organisent. Il y a quelquefois des abus, il y a toujours des gens qui abusent, des imbéciles, mais en fait, ils ne sont pas la règle. Les gens sont de bonne volonté, veulent bien faire les choses. Donc, laissez-nous travailler, arrêtez de nous charger avec des normes nouvelles, avec des contraintes administratives supplémentaires, et vous verrez, le système aussi ira bien. Donc, le système a tenu, pourquoi? Parce que nous avons été libres de nous organiser. Mais je vous rassure, hein, une fois que la crise a été passée, les règles anciennes sont revenues et tout est compliqué de nouveau. Et nous, les patients, est-ce qu'on a un rôle à jouer? Est-ce que aussi on se comporte parfois pas comme il faut? Dans les deux sens. L'épidémie de sida, il y a 30 ans, a permis l'expression d'une parole des patients qui ont dit nous voulons participer à la prise en charge. Et aujourd'hui, on n'imagine pas... moi, j'ai 58 ans. La médecine que je fais aujourd'hui, je ne la faisais pas il y a 30 ans. Il y avait une médecine très paternaliste. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et heureusement. Et donc, les gens sont plus au courant, informés. Et il faut évidemment... et ils participent à leur prise en charge. Et d'ailleurs, c'est indispensable. Mais c'est vrai que quand au service d'urgence, dans mon service, je vois arriver des gens, et une dame qui est venue il y a 48 heures, qui a fait en plus une lettre de réclamation quasiment au pape ou au président de la République, parce qu'elle habitait, donc je suis dans le 15e à Paris, elle habite Caen, elle a oublié son ordonnance, et donc elle l'a exigé, elle est venue à 23 heures pour avoir son renouvellement d'ordonnance. Je lui ai dit, écoutez madame, vous êtes gentille, mais ça fait 3 jours que vous êtes à Paris, vous auriez pu... Donc on a refusé de lui faire l'ordonnance de renouvellement à 23 heures aux urgences, alors qu'on était sous l'eau. Oui, il y a un système de consumérisme important. Il y a un système danois qui n'est pas inintéressant, qu'il faut regarder. Les Danois, vous n'avez pas le droit d'aller aux urgences librement. Vous devez passer un coup de fil. Et là, le type au téléphone vous dit vous y allez pas. Ou si vous n'y allez pas, j'ai une alternative, je vous envoie chez le docteur Dupont à tel endroit demain à 10 heures. Mais ça ne marche que dans un système où il n'y a pas de pénurie.
Le vrai problème, vous l'avez compris, c'est que nous avons une pénurie généralisée. C'est Moscou en 1970, où il n'y a pas de pain à la boulangerie et il y a des files d'attente. Et les gars vous disent, bah, pour résoudre ça, on va réglementer l'heure d'ouverture de la boulangerie. Oui, ça ne changera pas, il n'y a pas plus de farine ni de pain. Eh bien, nous, si on commence à se dire on va réglementer les médecins en disant ils n'ont pas le droit de faire ci et ça ne marchera pas plus. Donc, oui, il y a une éducation à faire. Et puis vous avez dit dans le CLS, il y a des choses très importantes. Hein. Évidemment, la prévention est fondamentale. Mais je comprends que les maires, par exemple, soient parfois un peu circonspects face à nos projets de CLS en se disant oui, mais il y a des actions qui ne produiront leur effet que dans 10, 20 ou 30 ans. Alors qu'aujourd'hui, ils ont leurs administrés qui leur disent vous êtes monsieur le maire, vous êtes madame la maire, vous êtes gentil, mais moi, je voudrais bien avoir un docteur. Mais il faut faire les deux. Parce que la question de la prévention est fondamentale. Vous savez que quand vous êtes riche, très riche, dans les 5% les plus riches, en France, hein, vous vivez 13 ans de plus que les 5% les plus pauvres. Vivant 13 ans de plus. Donc les questions des déterminants de santé, ils sont fondamentaux. Vous savez que quand vous mangez, les aliments sont classés en 4 catégories entre les aliments non transformés, la tomate non transformée, en 4 catégories jusqu'aux aliments ultra transformés, le ketchup ultra transformé. Bien, quand vous ne mangez que des aliments ultra transformés, ce que font beaucoup les Américains, la majorité des apports caloriques des Américains, c'est des aliments ultra transformés, vous avez un risque de 25% de plus de faire des cancers du côlon, parce que ça crée de l'inflammation dans votre tube digestif, 25% ou 27%. Donc, ces questions sont fondamentales, mais elles sont long terme. Mais c'est vrai que ça serait absurde. C'est absurde parce qu'on est dans un système qui crée, par exemple, des cancers. On a du mal à traiter un certain nombre de cancers qu'on a nous-mêmes provoqués par un environnement inadéquat. Et j'ai compris qu'il y avait quelques médecins qui avaient mon âge, mais moi j'ai souvenir quand j'ai fait mes études de médecine, il y a des cancers qui étaient quasiment inexistants et qui existent aujourd'hui. Les cancers des organes qui filtrent, les voies biliaires par exemple, c'est quelque chose qui n'existait pas. Aujourd'hui ça existe, on les voit. Cancer du rein, c'était rare, c'est fréquent, comme par hasard. Donc évidemment, il y a des déterminants environnementaux, vous ne faites aucune illusion, ça c'est un sujet qui est majeur et qui va probablement augmenter considérablement. Et alors, si on a ça, plus la pénurie de médecins, juste pour que vous ayez le moral, parce que je suis venu de Paris pour que vous ayez le moral, quand on nous dit il y a 10 ans à tenir, ce n'est pas vrai. Hein. Le Conseil de l'ordre des médecins dit la pénurie de médecins, si rien n'est fait aujourd'hui, en fait, si on n'augmente pas le numerus clausus, c'est 2036, voire 2042, si on ne fait pas appel aux médecins étrangers. C'est ça que dit le Conseil national de l'ordre. Donc, ce n'est pas 10 ans, c'est plutôt 15 à 20 ans. Si je vous dis ça, c'est pour vous dire qu'il faut prendre des décisions. Maintenant. Oui, mais par exemple, alors, et puis il faut avoir il y a des choses très pratiques. Par exemple, Olivier Marleix, votre député que je salue, il a obtenu dans la loi un statut de médecin adjoint. Donc, on peut faire des choses. Par exemple, avec Olivier Marleix à l'Assemblée, nous avons obtenu il y a 3 semaines la possibilité, enfin pas la possibilité, de faciliter la continuité du travail d'un médecin en cumul emploi-retraite. Vous savez que les médecins en cumul emploi-retraite, les libéraux, continuent à cotiser sur la retraite alors même qu'ils n'ont plus de droits nouveaux qui s'ouvrent. Donc ils se disaient, bah, moi je limite mon activité pour ceux qui voulaient continuer. Hein. Eh bien, nous avons obtenu qu'ils ne payent plus là-dessus. Et le président Macron, malgré le 49.3, a dit qu'il allait reprendre notre proposition, celle qu'Olivier et moi nous avons portée. Donc il y a des petits éléments qui vont améliorer les choses, mais macroscopiquement, on ne s'en sortira pas si on ne réfléchit pas à un exercice différent et beaucoup plus de professionnels. Est-ce que la France est mal placée aussi au niveau européen? Vous avez parlé de l'exemple danois, les Anglais. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on se tourne vers les autres pays, peut-être pour avoir des idées? En fait, c'est un mal très français. Je pense que c'est un drame, voyez-vous. Je le dis en souriant, c'est au second degré, mais c'est un drame que nous ayons été un très grand pays, parce que nous avons l'impression que c'est définitif et que nous le sommes toujours. Et il faut avoir cette modestie de regarder ce qui marche ailleurs. Je vous ai parlé de l'exemple danois, mais quand on se compare, par exemple, sur la mortalité infantile, vous vous rendez compte que nous sommes le pays d'Europe où la mortalité des enfants augmente depuis 10 ans. Donc, ce qui est très paradoxal, c'est que nous avons un niveau de prélèvements obligatoires, là je fais un peu de politique, mais vous le comprenez, très important. Moi, je suis prêt à payer beaucoup d'impôts, mais j'en veux pour mon argent.
Or, nous avons un système de santé qui se dégrade. Et d'ailleurs, vous le voyez tous, enfin, c'est compliqué d'avoir accès à des médecins. Avec des indicateurs de santé, mortalité infantile, qui se dégradent. Il y a des choses qui vont bien. Par exemple, sur le cancer, on a été le premier pays à faire en sorte que quand vous avez un cancer, on étudie les récepteurs sur la cellule qui permettent de savoir si vous êtes éligible à des médicaments, des thérapies ciblées. Premier pays à le faire. Et c'est vrai que depuis, l'eau a coulé sous les ponts et nous avons perdu des parts d'avantage. Là aussi, pour des raisons de grandes normes et de bureaucratie, je vous donne un exemple. Quand un médicament obtient ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, c'est-à-dire qu'on dit oui, il est efficace dans telle indication. S'ensuit ensuite une période de discussion administrativo-financière qui fait que, entre ce moment-là et le moment où il est disponible dans la pharmacie, en France, c'est 500 jours. 500 jours. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est long? En Allemagne, c'est 100 jours. Si demain vous avez un cancer avec des métastases et que le médicament freine l'évolution du cancer, vous comprenez naturellement que les 400 jours de delta qu'il y a entre nous et les Allemands, eh bien, ils vont peser dans la balance. Donc, nous sommes en train de parler de vie et de mort, pas de petites choses, de vie et de mort. Et donc, c'est pour ça que le souci de la simplification de la vie des professionnels, de la vie de l'innovation est absolument fondamental. Je pourrais vous parler de la recherche. J'allais vous le dire, oui, au niveau, on a des chercheurs en France et qui sont exceptionnels. Formidables, oui. Mais le problème, c'est que les chercheurs exceptionnels, ils s'en vont. Ils s'en vont. L'entreprise Moderna, dirigée par un Français, ne croyez pas qu'il est en France, surtout. Il est parti. Moi, je vous raconte une histoire qui n'est pas de médicale, mais qui va vous éclairer. Il se trouve que je suis originaire d'un village dans la montagne en Corse. 200 habitants. Et la gloire du village, c'est un jeune homme qui a 29 ans, qui est polytechnicien. Tout le monde, c'est un type très sympathique. Il est venu me voir, polytechnicien, passionné de géologie. Et il vient me voir en juillet, il y a un an. Il me dit, Philippe, je quitte la France et je vais aux États-Unis. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il a inventé un système qui permet, grâce à des images de satellites, d'identifier les trous qu'il y a dans la Terre. Les Américains cherchent actuellement à retrouver la trace de tous les puits de pétrole qu'ils ont creusés depuis 160 ans pour y enfouir du carbone. Et donc, lui, il a ce logiciel qu'il a mis au point. Et il va là-bas parce que les Américains lui ont dit, écoutez, on ne sait pas si votre truc, ça va marcher, mais ils ont mis $300 000 sur la table avec deux conditions. Si ça marche, le brevet doit être déposé aux États-Unis et la société créée aux États-Unis. Et bien voilà un chercheur qui a été payé avec vos impôts. Et demain, peut-être que la France achètera un brevet américain développé avec un chercheur français. Et c'est le drame de la France. C'est pas possible en France, ça? Eh bien, vous savez, quand vous êtes un pays impécunieux, où chaque euro n'est plus, enfin, il n'y a plus d'euros disponibles, on finance tout avec de la dette. Eh bien, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, comment faut-il faire? Eh bien, il faut là aussi refaire confiance aux chercheurs. Vous vous rendez compte qu'en France, les programmes de recherche sont des programmes qui sont ciblés, c'est-à-dire que vous êtes financé si vous cherchez dans tel domaine, dans tel autre. Si vous cherchez ça, vous n'êtes pas financé. Or, toute l'histoire des sciences et des découvertes montre que quand vous cherchez ça, parfois vous ne trouvez pas ça, mais vous trouvez ça. C'est le hasard. Et la pénicilline est le meilleur exemple. Et donc, là aussi, ce que je vous disais sur les soignants à qui il faut faire confiance, c'est pareil sur les chercheurs. Nous devons être un pays qui, de nouveau, fasse confiance à ses intelligences. Et il n'y a pas de pays prospère s'il n'y a pas de chercheurs. Mais je peux vous le tirer loin. Hein. Il n'y a pas de chercheurs si, en sixième, il y a 15% d'enfants qui ne savent pas lire et écrire. On peut tirer le truc très très loin. Et donc, les conditions de la prospérité, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est bien les déterminants de la connaissance. Mes amis, on pourrait faire un autre débat là-dessus. Peut-être un dernier mot sur le local, puisqu'on est, on est sur le local, on a parlé de l'Europe et de la France. Il y a des solutions en local. Il faut comme on a dans ces assises ou dans les maisons de santé, se retrouver, se parler aussi. Parce que ça, c'est pas toujours facile entre politiques et médecins, entre médecins et patients. Entre médecins et médecins, entre médecins et infirmiers, bien sûr.
je vous dis, moi j'ai ces deux métiers, je suis maire, aujourd'hui député et puis médecin. Et nous devons nous parler, c'est ce que vous avez fait avec le CLS, ça il faut le saluer. C'est ce que font les professionnels avec les CPTS. Moi j'étais très intéressé par ce qu'a dit le docteur Oustrik et le docteur Brisset tout à l'heure. Les gens travaillent ensemble, voilà. On est plus intelligent à plusieurs. Simplement, il faut aussi comprendre que les choses ne se feront que si un certain nombre de gens qui nous gouvernent, et c'est vraiment transpartisan, ça, tout le monde en a pensé, arrêtent de faire des commentaires, et mettent en œuvre les mesures qui ont marché parfois à l'extérieur. Oui, parfois à l'extérieur. Et d'une certaine manière, si les Français sont désespérés par la politique, c'est qu'ils ont l'impression que ça ne sert à rien de voter, parce qu'en fait, les choses ne sont pas mises en œuvre. Donc, déjà, doublons le nombre de médecins en formation, et vous verrez, ça ira mieux dans 10 ans. Et ça sera déjà pas mal. On a bien compris votre message. Merci beaucoup. Merci infiniment de votre invitation à tous. Merci à vous d'être venus. Merci monsieur le député, merci monsieur le maire, monsieur le président et monsieur le préfet. Merci beaucoup.